En juillet 2007, une randonneuse a disparu dans une forêt du Montana alors qu'elle n'était qu'à quelques mètres de son compagnon. 6 ans plus tard, une jeune youtubeuse est partie dans les bois pour une quête spirituelle, mais elle n'est jamais revenue. Et en octobre 2019, c'est un chasseur expérimenté qui s'est évaporé de manière incompréhensible dans le Colorado. 3 disparitions insensées, impossibles à expliquer, 3 affaires glaçantes au cœur des forêts américaines. Aux États-Unis, les forêts sont immenses et majestueuses, mais elles recèlent aussi de sombres énigmes. Chaque année, des centaines de personnes s'y volatilisent sans laisser de traces. La plupart du temps, une explication finit par émerger, mais parfois le mystère reste entier. Comme dans les 3 cas qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, passer en revue les différentes théories et les zones d'ombre. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans la première affaire. Cette femme a disparu en quelques secondes sous les yeux de son compagnon de randonnée. En juillet 2007, Barbara Bolick est une femme dynamique de 55 ans aux cheveux roux auburn. Mesurant 1,50 m pour 52 kg, elle vit une existence paisible avec son mari Carl, âgé lui de 66 ans. Pendant des années, le couple a vécu à New York City, où Carl occupait un bon poste à la banque JP Morgan. Et une fois la retraite en 2001, ils ont déménagé à Corvallis, un patelin situé au pied des monts Bitterroot, dans le Montana. Le choc entre la vie trépidante de Manhattan et la tranquillité de Corvallis a été violent, cependant le couple s'est tout de suite plu sur place. Corvallis étant réputé pour ses paysages montagneux magnifiques et ses activités de plein air, et Barbara a vite adoré sa nouvelle vie, effectuant fréquemment de longues randonnées solitaires dans le coin. Mi-juillet 2007, durant les vacances d'été, la cousine de Carl nommée Donna Biles et son petit ami de 58 ans, Jim Ramaker, viennent passer quelques jours chez les Bolick. Et à chaque fois qu'ils ont de la visite, Barbara aime bien emmener leurs invités faire de la randonnée pour leur montrer les environs. Pour elle, c'est l'occasion d'être accompagnée parce que Carl ne vient plus avec elle depuis qu'il a eu une crise cardiaque. Le 18 juillet 2007, Barbara a donc prévu d'emmener Donna et Jim marcher sur son sentier préféré, le Bear Creek Overlook, à 15 minutes en voiture de chez eux. C'est un sentier aller-retour d'environ 7 km de niveau moyen et plutôt fréquenté. D'une durée de 2 à 3 heures au total, cette randonnée offre une vue imprenable sur Bear Creek depuis un belvédère. C'est donc une belle journée qui s'annonce, car en plus, il fait un temps splendide. Mais quelques heures plus tard, tout va basculer. Avant de poursuivre ces histoires, je fais juste une courte pause pour vous parler d'un autre danger qui nous concerne tous à notre époque, les dangers du web. Et c'est l'occasion de remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhostVPN. Mais à quoi sert CyberGhostVPN? Eh bien en fait, c'est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi n'est franchement pas sécurisé. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et c'est très pratique aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhostVPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Grâce à lui, vous êtes protégé en permanence où que vous soyez. Et vous pouvez naviguer librement sur le net, l'esprit tranquille. Mais un VPN, ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi au déblocage de contenus géorestreint. Je veux dire que parfois vous n'avez pas accès à certains contenus à cause de votre localisation physique, de l'endroit géographique où vous vous trouvez quoi. Et CyberGhostVPN est un expert du déblocage de ces contenus. Il s'occupe de tout et vous permet d'accéder à tout un tas de contenus auxquels vous n'auriez pas accès sans VPN. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube, de systèmes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu, vous avez juste à changer votre localisation en ligne avec CyberGhostVPN vers un autre pays en seulement quelques clics. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire aussi profiter ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles sur 5 rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhostVPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je vous fais profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui revient seulement à 2,03 € par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et ça n'est pas terminé, CyberGhostVPN offre une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'attendez plus, profitez-en pour le tester. Le 18 juillet 2007, Barbara et ses invités ont donc prévu d'aller se promener sur le sentier Bear Creek Overlook. Mais quand ils se réveillent ce matin-là, Donna n'est pas en forme parce que la soirée de la veille a été arrosée et elle a la gueule de bois.
Elle préfère donc rester se reposer. Cependant, Barbara et Jim veulent toujours y aller eux. Vers 9 h du matin, Barbara annonce donc à Carl qu'elle part avec Jim jusqu'au Bear Creek Overlook et qu'ils reviendront plus tard pour le déjeuner. Et c'est la dernière fois que Carl verra sa femme. Vers midi, Barbara et Jim ne sont pas encore rentrés dans leur randonnée et Donna commence à s'inquiéter. Mais Carl la rassure en lui disant que sa femme connaît parfaitement la région. Elle est expérimentée et en plus elle est très prudente parce que elle emmène toujours avec elle un sac à dos contenant de l'eau, de la nourriture et aussi un revolver 357 Magnum pour se protéger des animaux sauvages. En effet, les monts Bitterroot abritent des ours, des pumas et aussi des crotales. Mais vers 14 h, Barbara et Jim ne sont toujours pas rentrés, et Donna, toujours anxieuse, relance alors Carl. Et à ce moment-là, Carl reçoit un coup de fil d'un agent de l'US Forest Service, et il apprend stupéfait que sa femme a disparu lors de la randonnée. En fait, c'est Jim qui a alerté les secours, et d'après lui, la première partie de la randonnée s'est déroulée sans problème. En montant le sentier vers le Bear Creek Overlook, lui et Barbara ont rencontré deux jeunes hommes avec qui ils ont discuté pendant environ une demi-heure. Ils ont ensuite atteint le belvédère de Bear Creek vers 11 h 30 et sont ensuite repartis en sens inverse. Ils ont redescendu le sentier et à un moment donné, Jim s'est arrêté pour admirer le paysage. Barbara ne se trouvait qu'à environ 7 ou 8 mètres devant lui. Il a raconté qu'il lui a tourné le dos juste un instant et quand il se retournait, Barbara avait disparu. Évidemment, Jim a cherché Barbara dans les environs en criant son nom, mais il n'y avait aucune trace d'elle ni de son sac à dos. Jim a d'abord bien sûr pensé à un accident. Vu qu'il y avait beaucoup de roches schisteuses instables autour du sentier du belvédère, Barbara aurait peut-être pu déraper et faire une chute fatale. Ceci dit, les pierres font du bruit en roulant le long de la pente, et si la randonneuse était tombée du belvédère, Jim aurait sans doute entendu un cri ou un appel à l'aide. Et là, rien. Ça a été le silence total. Incapable de retrouver Barbara, Jim a décidé de retourner au départ du sentier, où il a parlé à des ouvriers, la route étant fermée pour des travaux ce jour-là. Il leur a demandé s'ils avaient vu Barbara, mais les ouvriers lui ont répondu que non. Ils se sont juste souvenus avoir vu deux jeunes hommes et un chien noir et blanc quitter le sentier un peu plus tôt. C'étaient certainement les gars avec qui le couple avait discuté lors de leur montée. Après avoir interrogé les ouvriers, Jim a finalement signalé la disparition de Barbara aux autorités. Dans les heures suivant la disparition de la randonneuse, les autorités lancent d'importantes recherches dans le secteur du Bear Creek Overlook. Tandis que les sauveteurs ratissent la forêt, un avion doté d'équipements de détection infrarouge et thermique survole la zone pour tenter de repérer la randonneuse. Au sol, les équipes de recherche et de sauvetage sont équipées de chiens pisteurs. Mais ils ne trouvent aucune trace de Barbara, ni corps, ni sac à dos, ni rien. Et fait étonnant, les chiens ne détectent pas son odeur. C'est comme si Barbara avait disparu de la surface de la Terre. Après 2 semaines de recherche et d'enquête intensive, le shérif du comté de Raffaelli, Chris Hoffman, déclare que la disparition de Barbara Bollick est un mystère. Lui et ses hommes sont vraiment perplexes, car ils ont passé au peigne fin la région, sans le moindre résultat. Suite au témoignage de Jim au sujet des 2 hommes qu'ils auraient rencontrés sur le sentier, les forces de l'ordre émettent un avis de recherche pour tenter de les identifier, et elles offrent aussi une récompense de 10 000 $. Les 2 individus avaient une vingtaine d'années. L'un d'eux était blanc avec les cheveux roux et l'autre avait la peau foncée et les cheveux noirs. Athlétiques et d'apparence soignée, ils étaient accompagnés d'un chien noir avec des taches blanches et ils conduisaient un vieux SUV Chevrolet S10 de couleur claire, un véhicule immatriculé dans le comté de Missoula dans le Montana. Ce signalement était assez précis, malheureusement ces 2 hommes ne seront jamais retrouvés. Il faut dire que cette affaire avait été peu médiatisée à l'époque et ils n'étaient peut-être pas au courant de cette disparition. Voilà pourquoi ils ne se sont peut-être pas manifestés auprès de la police. Disons-le tout de suite, Barbara Bollick n'a jamais été retrouvée, ce qui a profondément marqué son mari Carl. Il a été tellement bouleversé par la disparition de sa femme qu'il n'a plus pu manger ni dormir pendant des semaines. Il a même perdu 16 kilos en quelques mois. Cette disparition fait froid dans le dos parce qu'elle s'est passée à la vitesse de l'éclair. Et cette affaire n'a pas manqué de générer de nombreuses théories. La première hypothèse avancée, et évidemment la plus fréquente dans ce type d'environnement, est celle d'un accident. Barbara aurait eu un problème fatal après avoir descendu le sentier seule. Mais c'est très improbable parce qu'on aurait tôt ou tard retrouvé son corps. Et ça n'est pas tout.
Cette femme était très prudente. Carl a déclaré qu'elle était terrifiée par les hauteurs et ne se serait jamais approchée du bord. Et rappelez-vous que Barbara était armée. Si elle était tombée dans un lieu inaccessible, elle aurait très bien pu signaler sa position en tirant en l'air. Là, rien, Jim n'a rien entendu. Ce qui exclut par la même occasion la thèse d'une attaque par un animal. Si un ours ou un cougar s'était approché d'elle, elle aurait pu facilement les faire fuir. Parmi les théories envisagées, on a pu lire que Barbara serait partie pour démarrer une nouvelle vie, sauf qu'elle a laissé tous ses papiers d'identité chez elle, comme son argent. Et ça n'a vraiment pas de sens, parce que Barbara semblait vraiment heureuse à l'époque. Elle prenait des cours de pilotage pour obtenir sa licence et était impatiente de partir en vacances avec son mari quelques mois plus tard sur la Riviera mexicaine. Sachant cela, une disparition est incertaine et il faut se demander si cette disparition ne cacherait pas quelque chose de plus sinistre, comme un acte criminel. On s'est d'ailleurs demandé si elle n'aurait pas été enlevée par les deux hommes rencontrés sur le sentier, parce que leur présence a été confirmée par les ouvriers qui travaillaient sur place. Malheureusement, cette piste a mené dans une impasse. La dernière piste est celle d'un homicide. Barbara aurait été victime d'un meurtre. Et certains se sont posé des questions sur Jim Ramaker, la dernière personne à l'avoir vue. C'est lui qui l'accompagnait lors de cette randonnée funeste. Et au fond, tout repose sur son seul témoignage. Une théorie avance même que l'incident se serait produit avant leur arrivée sur le sentier ce jour-là. Jim aurait peut-être été entreprenant avec Barbara, qui aurait refusé ses avances, et ça serait parti en vrille. Et si la randonneuse a été agressée avant d'arriver sur le sentier de Bear Creek Overlook, ça expliquerait pourquoi on n'a trouvé aucune trace d'elle, et pourquoi les chiens n'ont pas trouvé son odeur. Et c'est vrai que dans le passé, Barbara était partie souvent seule sur ce sentier sans aucun problème, et là elle est partie avec ce gars qu'elle connaissait à peine, et elle a disparu. Ça peut donc sembler suspect, hein. Et en y repensant après coup, l'attitude de Donna est elle aussi un peu étrange. Parce qu'elle s'est très vite inquiétée de l'absence de Barbara et Jim. Trop vite. Donna a tout de suite été alarmée et elle a insisté pour que Carl alerte les secours. Bizarre donc, mais ça ne constitue pas une preuve de quoi que ce soit. Malgré les suspicions de certains vis-à-vis de Jim, c'est un fait, le shérif du comté de Ravalli ne l'a jamais considéré comme un suspect. Il faut dire que Jim a coopéré avec les forces de l'ordre dès le début. Il a même proposé de se soumettre à un test polygraphique avant de rentrer chez lui en Californie. Mais ça n'a jamais été fait et il a été vite blanchi de toute implication dans la disparition. Malgré les zones d'ombre, cet homme a toujours été considéré innocent et c'est peut-être le cas. Car si Jim avait eu une sorte de pulsion lors de cette randonnée, est-ce qu'il aurait pu tuer Barbara et aussi cacher son corps dans un lieu qu'il ne connaissait pas, tout en s'assurant qu'on ne la retrouve jamais? C'était quand même compliqué. En 2021, Carl est décédé à l'âge de 80 ans, le cœur brisé par la disparition de son épouse. Et aujourd'hui, presque 19 ans après le drame, on ignore toujours ce qu'il est advenu de Barbara Bollig. Les forêts du Montana n'ont toujours pas livré leurs sombres secrets. Comment ce vieil homme qui avait des difficultés à marcher a-t-il pu s'évaporer dans une forêt qui a été ratissée de fond en comble? Partons à Muldrow, une petite ville tranquille de l'Oklahoma. En 2019, Alvy Webb est un grand-père heureux âgé de 86 ans. Proche de sa famille, cet ancien enseignant a toute sa vie passé beaucoup de temps dans la nature. Et Alvy participe tous les ans à un week-end de chasse à l'élan avec son fils Ronnie, son petit-fils et quelques amis. C'est une sorte de tradition, la famille va chaque année chasser dans le Colorado, plus précisément dans la forêt nationale de San Juan, à 350 km de Denver. Ils sont donc en terrain connu. Le vendredi 18 octobre 2019, Alvy et ses proches installent leur campement au bord de la route forestière 564, qui s'enfonce dans la forêt nationale de San Juan. Et à la tombée de la nuit, ils dînent autour d'un feu de camp dans les bois à 14 km au sud de Rico, un patelin du comté de Dolores. Ce soir-là, Alvy et ses proches sont vraiment très heureux d'être ensemble, ils sont très heureux d'être là, mais tout va changer le lendemain. Quand le jour revient le samedi, Alvy et ses équipiers démarrent leur partie de chasse vers 8h du matin, dans le secteur de Roaring Forks Creek, un territoire accidenté à la frontière du comté de Montezuma. Comme à leur habitude, les chasseurs se séparent pour couvrir plus de terrain.
Mais étant donné son grand âge et aussi sa difficulté à se déplacer, Alvy est laissé seul dans une prairie où il a déjà chassé un an auparavant. De taille relativement restreinte, le site est idéal pour le vieil homme qui a du mal à marcher. Et tout le monde convient de se retrouver à cet endroit à 10 heures. D'un point de vue vestimentaire, Alvy porte ce jour-là un gilet orange fluo par-dessus une épaisse veste de camouflage. Sur la tête, il a aussi un bonnet orange fluo, et en plus de son fusil et de ses munitions, le vieil homme a emporté avec lui son téléphone portable, de l'eau et quelques barres de céréales. À 10 heures du matin, 2 heures plus tard, tous les participants convergent vers le lieu de rendez-vous, comme c'était prévu. Et là, ils constatent que la prairie est vide. Alvy n'est plus là. Après avoir attendu une demi-heure, son fils et les autres se mettent à le chercher. En vain. Ils préviennent alors immédiatement le bureau du shérif du comté de Montezuma qui lance sans tarder une opération de recherche et sauvetage pour retrouver Alvy. Le dispositif implique notamment un hélicoptère Black Hawk de la garde nationale, l'équipe de Search and Rescue du comté et plusieurs chiens pisteurs. Mais le samedi soir, Alvy n'a toujours pas été repéré. Pire, les sauveteurs n'ont pas retrouvé la moindre trace de lui. Ils n'ont même pas trouvé une seule empreinte de botte, a déclaré l'un de ses proches dans les médias. Pendant 5 jours, les secours vont fouiller intensivement le secteur avec l'aide des proches d'Alvy, mais hélas, ces recherches ne déboucheront sur aucun résultat. Handicap supplémentaire, les forces de l'ordre ont échoué à géolocaliser le téléphone portable d'Alvy. L'appareil était selon toute apparence éteint, à moins que sa batterie ne fût déchargée. Et le chasseur ne s'est pas servi de son appareil ce jour-là. Le fils d'Alvy et les autres n'ont pas la moindre idée de ce qui a pu lui arriver ce jour-là. Néanmoins, un souvenir va leur revenir en mémoire. Le 19 octobre 2019, vers 9 h du matin, ils auraient entendu un coup de feu provenant justement de la zone où se trouvait le vieil homme. Mais les hommes de loi n'ont trouvé aucun cadavre d'animal ou cartouche vide sur place. Étrange donc, et il est aussi incompréhensible qu'on n'ait pas trouvé un seul objet appartenant à Alvy, que ce soit son téléphone, son arme, ses munitions, etc. Alors, quel destin a connu Alvy Weber? C'est une question à laquelle il a été impossible de répondre jusqu'à présent. Il est évident que cet homme souriant et jovial n'a pas profité d'une partie de chasse dans le Colorado pour s'enfuir. À 86 ans, on peut douter qu'il rêvait secrètement de démarrer une nouvelle vie ailleurs. En ce qui concerne un acte criminel dans cette affaire, c'est fortement improbable parce que Alvy était apprécié de tous, il n'avait pas d'ennemis connus et surtout, il était armé. Les chasseurs ne sont pas vraiment des cibles faciles parce qu'ils peuvent se défendre et un agresseur va sans doute y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à eux. Contrairement à une famille de randonneurs comme la famille Brink par exemple, qui a été sauvagement attaquée dans les bois en juillet dernier. Nous avons même vu cette affaire récemment ensemble dans une autre vidéo. Dans cette affaire, la thèse d'un accident paraît plus vraisemblable, mais elle présente aussi des limites évidentes. Il est peu plausible qu'Alvy se soit perdu dans cette prairie parce qu'il avait déjà chassé dans le même périmètre un an plus tôt. D'après ses proches, Alvy était alerte mentalement. Il ne souffrait pas de la maladie d'Alzheimer. Et même en cas de problème médical type AVC, ce vieil homme qui marchait avec difficulté ne serait pas allé bien loin. Steve Norlin, le shérif du comté de Montezuma, a lui-même avoué dans les médias qu'il était déconcertant de ne pas avoir retrouvé Alvy vu tous les efforts déployés par les sauveteurs. C'est vrai qu'en cas d'accident, il n'est pas logique qu'on n'ait pas récupéré le corps d'Alvy. Parce qu'étant donné qu'il marchait avec difficulté, il n'a pas pu s'éloigner à des kilomètres et des kilomètres de sa dernière localisation connue. Et s'il avait succombé à une crise cardiaque, s'il avait fait une chute mortelle, on l'aurait forcément repéré. Surtout qu'en plus, il était habillé en orange fluo, une couleur visible de très loin dans la nature. À bien y réfléchir, la seule explication rationnelle envisageable dans cette affaire, c'est celle d'un accident de chasse maquillé en disparition. Cependant, cette hypothèse, qui est complètement spéculative, est aussi assez incertaine. Parce qu'elle implique que le fils d'Alvy, Ronnie, son petit-fils et les autres partenaires de chasse présents ce jour-là auraient tous décidé de mentir aux autorités. Un mensonge qui les exposait à des conséquences d'une gravité extrême. Et le shérif du comté de Montezuma, qui a mené les investigations, n'a trouvé aucune preuve tangible étayant cette thèse. On est donc face à une véritable énigme qui rappelle beaucoup d'affaires que j'ai déjà étudiées dans le passé. La seule chose certaine, c'est qu'Alvy Webb n'a toujours pas été localisé à ce jour.
Et ses proches, comme nombre d'autres familles de personnes disparues, sont elles aussi privées de réponse. Espérons tout de même qu'ils connaîtront un jour la vérité. Cette jeune femme a quitté son campement en pleine forêt presque nue, affirmant qu'elle partait pour une quête spirituelle. Et on ne l'a plus jamais revue. Américaine originaire d'Hawaï, le célèbre archipel du Pacifique, Maureen Leanua Kelly est née le 26 septembre 1993. Elle a grandi avec son jeune frère et sa mère à Vancouver, une ville du sud de l'État de Washington, près de la frontière avec l'Oregon, à quelques kilomètres au nord de Portland. En juin 2013, Maureen a 19 ans et elle est juste diplômée du lycée Lewis et Clark de Vancouver. Surnommée Anu par ses amis en référence à son second prénom d'origine hawaïenne, Maureen aspire à devenir chanteuse et elle joue du ukulélé, chante et fait du beatbox, une forme de percussion créée avec la voix et la bouche. Elle a même sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle publie des vidéos dans laquelle elle joue souvent avec son jeune frère. On peut dire que Maureen est une originale, toujours très décontractée, mais c'est une jeune fille avec un grand cœur qui a beaucoup d'amis. Début juin 2013, Maureen téléphone à sa demi-sœur Cherry pour lui demander si elle peut pas lui emprunter du matériel de camping. En effet, elle a pour projet d'aller camper un week-end en forêt avec des copains et des copines, sûrement pour fêter la fin de l'année scolaire. Et selon sa demi-sœur, Maureen paraît ravie de partir dans la nature. À la fin de l'appel, elle lui dit qu'elle aime, comme d'habitude, parce que Maureen est décrite comme une personne très affectueuse. Le samedi 8 juin 2013, Maureen finit de préparer ses affaires pour aller camper. Mais avant de partir, elle ne peut pas s'empêcher de faire de la musique. Elle joue du ukulélé en duo avec son frère et se lance dans un long solo. Elle tourne même une vidéo pour l'occasion d'une durée d'environ 6 minutes, qu'elle met en ligne le jour même. Ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, Maureen ne sait pas qu'il va lui arriver le pire 24 heures plus tard. Ce sont les dernières images d'elle en vie. Le samedi après-midi, Maureen Kelly quitte Vancouver avec son groupe d'amis. À bord de leur véhicule, ils roulent en direction d'une zone au sud-est de la forêt nationale de Gifford-Pinchot. Ils se rendent en particulier au terrain de camping de Canyon Creek, un site peu fréquenté à un peu plus de 90 km de route de Vancouver. Il faut compter 1h30 en voiture. Niché dans une forêt dense à proximité du cours d'eau de Canyon Creek, ce terrain de camping propose 8 emplacements pour tentes avec table et foyer. L'endroit est extrêmement isolé et difficile d'accès. Pour preuve, aucun panneau n'indique l'entrée du camping. Cet endroit est vraiment loin de tout, vraiment au fond des bois, et c'est sans doute pour cette raison que la bande de copains est venue là. Ils seront tranquilles pour faire la fête. Ce samedi après-midi, tout le monde s'installe donc. Les jeunes montent leur tente, et fidèle à elle-même, Maureen est de bonne humeur. Mais à 17h, elle fait une curieuse annonce à ses amis. Elle leur dit qu'elle part en quête spirituelle et qu'elle sera de retour vers minuit. Ce qui est pour le moins bizarre, hein. Mais bon, après tout, Maureen a toujours été une jeune femme apparemment un peu excentrique. Et cette idée ne lui est pas venue d'un seul coup sur place. Elle avait déjà évoqué avant avec ses amis et sa famille son envie d'entreprendre une quête spirituelle. Une quête qu'elle a bien l'intention de faire ce jour-là. Après, c'est plutôt délicat pour ses amis de l'en empêcher, parce que Maureen est majeure. Ceci dit, ce qui est quand même complètement dingue, c'est qu'avant de partir, elle enlève ses vêtements et ses chaussures. Peut-être pour être plus en communion avec la nature, je sais pas. En tout cas, tout ce qu'elle emporte avec elle, c'est une ceinture banane contenant des couteaux, des allumettes et une boussole. Quelques minutes plus tard, Maureen quitte donc le campement dans cette tenue. Elle s'enfonce dans les bois et c'est là que le mystère démarre. Quand vient minuit, la lycéenne ne réapparaît pas comme prévu. Ses amis commencent à s'inquiéter, mais il fait nuit noire et on est à des kilomètres de la maison la plus proche. On a du mal à trouver ce camping sur la carte tellement il est paumé. Et les camarades de Maureen ne vont prévenir les secours que le lendemain, aux premières lueurs du jour. Alerté, le bureau du shérif du comté de Skamania démarre sans tarder des recherches intenses pour retrouver Maureen. Il déploie des dizaines de chercheurs, un hélicoptère et des chiens spécialisés. Cependant, la zone forestière où elle a été vue pour la dernière fois, Canyon Creek, est escarpée et montagneuse, avec des arbres touffus et des broussailles. D'après Sharon Ward, une membre de l'équipe canine Pacific Crest Search Dogs qui participe au battu, l'endroit où Maureen est entrée est incroyablement escarpé. Pour Sharon, comment la jeune femme est descendue pieds nus là est un mystère. Et comment elle est remontée ensuite du fond de Canyon Creek est aussi une énigme.
De son côté, le shérif a lui aussi confirmé que ça avait dû être très difficile à faire pour elle sans chaussures. En ce qui concerne l'état d'esprit de Maureen au moment de sa disparition, le shérif a déclaré que bien qu'il soit un peu inhabituel qu'une jeune femme de 19 ans quitte un camping nu, à part portant un sac banane, il n'y avait aucune indication qu'elle était sous l'emprise de drogue au moment de sa disparition. C'est étonnant, mais bon, à croire le shérif, elle était donc sobre. En tout cas, dans l'immédiat, la priorité des forces de l'ordre est de retrouver la lycéenne. Mais toutes les recherches resteront infructueuses. Une équipe canine a quand même trouvé des empreintes de pieds nus qui pouvaient correspondre à ceux de Maureen. Et grâce à elles, les autorités ont pu déterminer qu'elle avait traversé Canyon Creek et s'était dirigée vers le nord, en direction d'une route forestière en terre, la route du Forest Service numéro 54. Mais il a été impossible de retrouver la jeune femme. C'est comme si la forêt l'avait avalée. Et le 15 juin 2013, les recherches officielles seront finalement stoppées, faute de résultats. Alors, qu'est-il arrivé à Maureen Kelly? Les enquêteurs pensent qu'elle a vraisemblablement péri dans la nature. Elle a pu succomber à un accident ou à une hypothermie, parce que la nuit les températures chutent dans cette forêt, même au mois de juin, et elle ne portait aucun vêtement. La grande question reste quand même de savoir où, vu qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mais certains de ses proches ont tout de même une théorie différente, et l'une de ses amies, nommée Yasmine, a déclaré que Maureen n'avait peut-être pas envie d'être retrouvée. Sur quoi s'est-elle basée pour faire une telle déclaration? On n'en sait rien. Vu les circonstances dans lesquelles cette jeune femme a disparu, cette affaire est assez perturbante, parce que seule dans les bois, la nuit, sans vêtements, elle était extrêmement vulnérable. Elle pouvait se faire attaquer par n'importe qui, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal. Ce ne sont pas les couteaux qu'elle avait emportés avec elle qui auraient changé grand-chose. Il lui est donc certainement arrivé malheur, et il faut savoir que les disparitions dans cette région ne sont pas rares. Hasard ou coïncidence, un autre randonneur a disparu 4 mois plus tard dans cette même forêt nationale de Gifford-Pinchot. En octobre 2013, Christopher Zistowitz, un résident de l'Oregon âgé de 31 ans, s'est volatilisé après avoir été séparé de son partenaire de randonnée dans le secteur de Big Lava Bed, à 35 km à l'ouest du terrain de Canyon Creek. Là encore, le randonneur a fait l'objet d'une grosse opération de recherche et sauvetage qui n'a rien donné. 2 personnes ont donc disparu à 4 mois d'intervalle dans le même secteur, laissant des familles désemparées et autant de questions sans réponse. Par la suite, 10 années ont passé sans que Maureen ou Christopher ne donnent le moindre signe de vie. 10 années durant lesquelles ils ont presque sombré dans l'oubli médiatique. Jusqu'à l'été dernier. Le 10 août 2024, un randonneur trouve des restes humains, notamment un crâne, dans le secteur de Big Lava Bed. Il alerte le bureau du shérif du comté de Clark qui envoie des hommes sur place afin de récupérer les ossements à des fins d'autopsie. Ces restes seront formellement identifiés plus tard comme appartenant à Christopher Zistowitz grâce à l'ADN. Néanmoins, la cause de sa mort restera inconnue. 10 ans après le drame, la famille de ce randonneur a enfin pu commencer un travail de deuil. Mais les proches de Maureen Kelly, eux, n'ont pas eu cette chance. La jeune femme est toujours certainement quelque part dans les méandres de la forêt de Gifford-Pinchot. Du moins, c'est l'hypothèse la plus probable. La lycéenne n'est certainement plus de ce monde. Il faut dire que Maureen a pris une décision insensée lors de ce week-end de camping dans les bois. Elle a commis une erreur fatale en partant de cette manière, seule, la nuit, sans vêtements ni chaussures. Il a été impossible de la retrouver dans cet enfer vert jusqu'à présent, mais il reste toujours un espoir, comme nous l'a prouvé le cas de Christopher Zistowitz. Adressons donc toutes nos pensées réconfortantes à ses proches et que sa fin tragique nous serve de leçon pour l'avenir. Voilà pour ces 3 affaires de disparition irrésolues dans les forêts américaines, des affaires qui personnellement ne cesseront jamais de me fasciner. Parce que toutes ces histoires qui se ressemblent parfois sont toutes uniques, car chaque personne, chaque être humain est unique. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu et aussi de la partager autour de vous, ça permet de faire découvrir ces affaires à d'autres personnes et ça aide vraiment la chaîne. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous, je publie 2 à 3 vidéos par mois sur la chaîne, toujours autour de nouvelles affaires intrigantes. Pour finir, évidemment, un grand merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui.
Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Et utilisez bien mon lien parce que c'est ça qui soutient la chaîne. En ce qui nous concerne, on va se retrouver dans 15 jours pour une nouvelle histoire vraie et mystérieuse. Je compte sur votre présence et d'ici là, ne disparaissez pas.